Pour votre santé, mangez au moins 5 insectes et légumes lyophilisés par jour. Tu commandes, tu croques, tu craques. Madame, monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce jeudi. Un soleil de plomb à peine voilé, la presque bonne nouvelle est que la canicule touche à sa fin. Il va falloir tout de même attendre le passage de cette perturbation qui commence à arriver. Pourquoi ? Eh bien parce que l'air beaucoup plus frais se trouve à l'arrière de cette dite perturbation et que nous dit la Master, eh bien que nous ne sommes pas les seuls en France, figurez-vous, à subir cette canicule. Regardez cette Master extrêmement chaude qui englobe toute l'Europe et demain matin les températures seront déjà très élevées à Paris, à Bordeaux et à Marseille avec 30 degrés et dans l'après-midi on atteindra les 43 degrés à Nîmes, 41 à Strasbourg, 42 à Lyon et jusqu'à 46 degrés à Perpignan. Et tout de suite nous retrouvons le journal de 20h en compagnie de Catchy Epoch. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir à tous, nous vous retrouvons sur le plateau du 20h comme tous les soirs dans la quotidienne en compagnie de Cathy. Bonsoir Cathy. Bonsoir Brooke. Dans l'actualité de ce 21 avril 2116, nous allons débuter par un chiffre, 38 000. C'est le nombre de gated communities dénombrés en France, selon notre institut de sociologie et de géographie. Pour vous expliquer ce phénomène, nous nous sommes rendus sur le dernier projet réalisé en Hauts-de-France où James Johnson et Ben Smith nous ont reçus. Bonjour Monsieur Smith. Bonjour, je suis très fier de pouvoir vous présenter l'inauguration du plus grand gated community jamais réalisé dans notre pays. C'est un plaisir partagé. Vous êtes donc promoteur immobilier et vous êtes à l'origine de ce gated community qui sera inauguré ce soir. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre gated community? Bien sûr. Alors ce gated community a une capacité d'accueil de 500 000 habitants. Il est composé de superbes villas individuelles, de jardins, de piscines, etc. La population aura accès à des services sur mesure, des écoles, des stades, une piscine olympique, 3 terrains de golf, 2 thalassothérapies et même une station de ski avec de la neige artificielle. On y trouvera également un des plus grands technopoles regroupant les plus grandes multinationales telles que Google, Apple, Samsung, Adobe, IBM et bien évidemment des malls. Quand on a l'argent, on peut tout se permettre de construire. Très bien, merci Monsieur Smith, ça donne envie d'y aller, à y habiter. Je veux bien réserver une villa moi. Nous retrouvons maintenant Madame Jess Johnson pour nous parler de l'organisation spatiale et architecturale de ce gated community. Bonjour Madame Jess. Oui, bonjour, j'ai le plaisir de vous parler de ces gated community et notamment de vous parler de sa conception. Un modèle qui s'est vraiment basé, focalisé sur le fonctionnalisme urbain qui date du temps du Corbusier et sur la charte d'Athènes. Et nous, en tant que concepteurs de ces gated community, on veut vraiment cibler les personnes aisées, pouvoir accéder à un ghetto de luxe où les autres n'auront qu'à aller dans des ghettos tout court. Je vous remercie pour le temps consacré à cette interview, en espérant que cela donnera envie à nos téléspectateurs d'acheter les dernières villas disponibles. Nous partons maintenant aux Pays-Bas, et plus particulièrement à Amsterdam, l'ancienne capitale, où s'est développée depuis peu une nouvelle forme de tourisme, le tourisme sous-marin. Nous rappelons en effet que plus de la moitié de ce pays est aujourd'hui sous les eaux depuis 2098. Ce phénomène, comme vous le savez sûrement, est dû à l'élévation du niveau de la mer. Celui-ci est une conséquence du réchauffement climatique via 2 processus principaux. D'une part, la dilatation de l'eau par le réchauffement des mers et des océans, qui prennent donc plus de volume, et d'autre part, la fonte des glaces terrestres. Pourtant, aucun scénario n'avait prévu une montée des eaux aussi rapide. Un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, datant de 2015, prévoyait une hausse d'environ 1 mètre d'ici 2100. Malheureusement, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, ces estimations ont été largement sous-estimées, tant au niveau des calculs de la hausse du niveau marin, que de sa date d'apparition, plongeant de nombreuses régions sous les eaux. Le Bangladesh, le Cap Canaveral aux États-Unis, certaines régions de la Chine et du Vietnam, ou encore la Nouvelle-Orléans et même certaines régions de France comme la Bretagne ou les Pays de la Loire ont également subi le même sort. Mais rassurez-vous, la situation n'est pas si catastrophique, il faut aussi voir le bon côté des choses. Mais oui, dorénavant, vous allez pouvoir emmener votre famille explorer ces villes sous-marines et vivre une expérience inoubliable. Nous retrouvons justement Anthony, un touriste venu découvrir la ville d'Amsterdam, sous un tout nouvel aspect. Une expérience inoubliable. Je ne connaissais pas du tout cette ville, mais la voir sous l'eau, c'était vraiment extraordinaire. C'était un peu comme un voyage dans le temps. Même si ça ne fait qu'une vingtaine d'années que cette ville est engloutie sous l'eau, l'urbanisme s'est tellement transformé. C'était vraiment intéressant de voir comment les choses étaient faites à l'époque. D'ailleurs, c'est hallucinant. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Les routes sont beaucoup plus étroites. Et ce qui m'a le plus marqué, ce sont ces objets à 2 roues, des vélos. J'ai vu des parkings à vélo. Aujourd'hui, plus personne n'utilise ces objets. En tout cas, je vous le recommande à tous. Et
j'ai failli oublier, j'ai retrouvé ceci dans les fonds marins. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir, mais en tout cas, ça me fait un super souvenir de ce voyage. Eh bien, ça donne envie tout ça. Vivement les vacances, n'est-ce pas, Cathy? C'est sûr, oui. Alors, passons à notre sujet. Les abeilles, ces petits insectes poilus disparus depuis 2093, avaient le rôle de multiplier et maintenir les espèces floristiques en provoquant une reproduction entomophile, c'est-à-dire une fécondation croisée. Oui, en effet, voyez-vous, les abeilles allaient directement aspirer le pollen des étamines, c'est-à-dire les organes reproducteurs mâles des fleurs, puis, volant de fleur en fleur de même espèce, elles déposaient ce pollen dans leur tube pollinique, lié au pistil, c'est-à-dire l'organe reproducteur femelle. Et ceci, on l'aura compris, chers téléspectateurs, provoquait la fécondation. Mais pas de panique, les humains ont trouvé la solution pour remplacer ces petites abeilles. Certes, nous ne pouvons plus goûter au miel que les humains mangeaient autrefois, mais au moins, nous n'avons plus à craindre leur fichue piqûre qui, il paraît, était très douloureuse. Oh mon dieu, tout à fait, Brooke. Heureusement que nous n'avons pas connu ça. Je vous propose de rejoindre tout de suite en direct de Chine Chloé Marshall pour nous parler de cette révolution pollinique créée par l'homme, occasionnant par la suite la création de milliers d'emplois dans le monde entier. Alors c'est parti, nous rejoignons donc Chloé. Bonsoir Chloé, vous nous entendez? Bonsoir Brooke, bonsoir Cathy. Je me retrouve actuellement en direct du village chinois de Nankin en compagnie d'un groupe familial d'agriculteurs qui s'est converti au métier de pollinisateur à la main depuis la disparition officielle des abeilles l'année dernière. Donc il faut savoir que ce métier existait déjà au tout début des années 2000, mais maintenant que les abeilles ont enfin disparu, et bien le métier est en train de se généraliser sur la planète entière et principalement en Chine. Ce métier est source d'une véritable révolution économique puisqu'il est susceptible de créer d'ici 4 mois 200 000 emplois en Chine. C'est un travail qui demande beaucoup d'agilité parce qu'il faut monter dans les arbres et gratouiller les petites fleurs avec des outils. Vous les voyez en train de travailler. Mais c'est vraiment devenu la technique horticole incontournable et surtout très rentable en Chine. Et du coup, si vous voulez, j'en suis vraiment très émue parce que finalement, je me dis qu'ils ont enfin trouvé un moyen de pouvoir continuer à travailler tout en utilisant des produits phytosanitaires de synthèse qu'on construit en laboratoire. Et donc finalement, les associations environnementales nous ont un peu raconté n'importe quoi puisqu'on peut continuer à produire avec les pesticides et également malgré la disparition intense des forêts. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, plusieurs espèces telles que l'éléphant ou la girafe ont disparu de la surface de la Terre. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez encore la possibilité grâce à l'engagement de Anna Müller. Oui, cette amoureuse des animaux disparus a créé le musée Fun 21 à Munich en Allemagne. Donc, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, faites découvrir à vos enfants la biodiversité d'autrefois. Voici le bureau depuis lequel Anna Müller gère ses 47 salariés. Celui-ci accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs venus du monde entier. Seit unserer Gründung 2096 ist es unser Ziel, die Erinnerung an ausgestorbene Arten zu wahren. Wir wollen die Bevölkerung, besonders die jüngere Generation, sensibilisieren und dazu mobilisieren, unsere Artenvielfalt zu bewahren. Chaque mois, le musée Fun 21 accueille près d'une dizaine d'espèces disparues. Depuis quelques mois, le musée s'agrandit, l'espace limité a du mal à accueillir sans cesse de nouvelles espèces disparues. Unser Anliegen ist ebenso die Arbeit mit Schulklassen. Wir wollen ihnen helfen, ihren historischen Biologieunterricht anschaulich zu gestalten und den Schülern eine Möglichkeit geben, eine Vorstellung zu haben, welche Flora und Fauna vor 100 Jahren noch in der freien Natur vorkam. Et on enchaîne avec notre page sport. L'OM s'est enfin imposé hier à domicile face au club NUL. Pour rappel, la dernière victoire de l'OM date du 20 janvier 2016 contre Montpellier. Maintenant, Excusez-moi de vous déranger, on m'informe à l'oreillette que des catastrophes sans précédent sont en train de se dérouler en ce moment même un peu partout dans le monde. Nos envoyés spéciaux sont sur place. On retrouve tout de suite Amani Chali en direct de New Delhi où le virus Yunga se propage à une vitesse folle. Bonjour Amani, pouvez-vous nous faire un point rapide sur la situation? Bonsoir à tous, je me trouve actuellement dans la zone de quarantaine qui a été mise en urgence pour accueillir tous ceux qui sont susceptibles d'avoir contracté le virus Yunga, ce virus qui a déjà causé la mort de plus de 700 000 habitants. Cependant, d'autres cas ont été recensés à Mumbai et à Calcutta. Les pays limitrophes tels que le Pakistan, le Bangladesh ou encore le Népal ont fermé leurs frontières à l'Inde. Les virologues estiment que d'ici 48 heures, 1,2 milliard d'Indiens pourraient succomber au virus. Merci pour ces précisions, Amani. Avez-vous des informations pour nos téléspectateurs sur l'origine de ce virus Yunga? Comment se manifeste-t-il? Et surtout, comment s'en protéger? Eh bien, le virus est dû à une mutation d'un gène utilisé dans la fabrication d'un sérum pour lutter contre la vieillesse par le laboratoire MD Pharma. C'est pour cela que l'Organisation mondiale de la santé préconise de rester chez soi jusqu'à nouvel ordre. Nous reviendrons vers vous plus tard à Manille. Une information plus urgente nous provient du sud de la France où un tsunami a ravagé la Côte d'Azur. Tout de suite, les images amateurs récoltées. Nous restons avec vous au cours de la soirée pour vous faire part de la situation. Mais tout de suite, direction la frontière Mex-Amérique où un nouveau phénomène se produit. En effet, des millions de réfugiés climatiques américains et canadiens essayent d'accéder à des terres plus chaudes par le Mexique. Tout de suite, Jack Coleman en direct. Les Américains migrent vers le sud à l'approche de cette tempête dévastatrice.
Tous ces gens sont venus ici pour passer au Mexique. Mais au lieu de cela, ils se retrouvent face à des grilles. Dans une dramatique inversion des flux de l'immigration illégale, nous voyons des milliers de personnes franchir le Rio Grande et entrer au Mexique. Cette scène qui se déroule derrière moi est une scène de frustration et de désespoir. Les gens ont abandonné leurs véhicules, ramassé leurs effets personnels et ils entrent illégalement au Mexique pour échapper au froid polaire issu de la disparition du Gulf Stream, un courant océanique transportant de l'eau chaude depuis une zone comprise entre la Floride et les Bahamas. Merci Jack pour toutes ces informations. Lors du sujet, on nous a informé qu'un cyclone avait dévasté la ville de Paris. Une catastrophe de plus, regardons malheureusement ces images. Grâce à nos limiteurs, prenez l'ascenseur pour Londres à partir de 25 €, New York à partir de 150 € et Hawaï à partir de 178 €. Prix applicable si vous êtes le premier à réserver. Marre de traîner votre bouteille d'oxygène? O2 a la solution pour vous faciliter la vie. Légère, efficace et en plus esthétique, elle m'accompagne partout. Inhaler avec modération, en cas d'excès peut provoquer diarrhée, vertige et mort subite chez le nouveau-né. De retour sur le plateau du 20h, ici tout le monde est encore sous le choc, même si la situation semble s'être stabilisée, pour l'instant on ne sait vraiment pas ce qui nous attend pour les heures et les jours à venir. Nous n'avons jamais recensé autant de catastrophes en si peu de temps. Que s'est-il passé? Que cela signifie? Et est-ce vraiment la fin du début de notre monde? Nous sommes justement en compagnie de Christopher Lush, membre de l'association DD 2100 de protection de l'environnement qui devrait nous éclairer sur la situation. Bonjour Christopher. C'est bien fait pour vous tout ça. Il fallait bien que l'on subisse les conséquences de nos actes un jour ou l'autre. Calmez-vous et installez-vous. Mais que dites-vous? Pourquoi que l'on subisse les conséquences de nos actes? C'est scandaleux. Les gens ne se rendent même pas compte que c'est nous le problème. Si toutes ces catastrophes se produisent, c'est parce que nous avons fait en sorte qu'elles arrivent. Vous vous rendez compte? La nature existe depuis plus de 4 milliards d'années. La nature n'a pas besoin des hommes, mais les hommes ont besoin de la nature. Lorsque la nature prospère, nous prospérons. Lorsque elle faiblit, nous faiblissons. Mais alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour agir? Est-ce que ce n'était déjà pas trop tard? Bien sûr que non, il n'était pas trop tard. Il y avait toutes les raisons pour agir et les solutions étaient tout à fait applicables pour toutes les régions du monde. Le développement durable, un concept qui a émergé à la fin du XXe siècle. Le développement durable? Oui, le développement durable, c'est une vision qui englobe l'économie, le social et l'environnement. Si on avait tous intégré cette vision, on n'aurait pas compromis les capacités des générations qui ont suivi. Mais comment applique-t-on le principe de développement durable? Comment voulez-vous concilier en même temps l'économie, le social, l'environnement? Ça semble pas évident. Bien sûr que si. Prenez le cas des énergies renouvelables par exemple. Il s'agissait d'utiliser des éléments naturels comme le soleil, le vent, l'eau et bien d'autres encore pour créer de l'énergie. Ce concept pouvait se traduire parfaitement sur le territoire, comme le montraient les TEPOS. Un TEPOS est un territoire à énergie positive se donnant tous les moyens possibles à partir de ses ressources locales renouvelables pour couvrir totalement ses besoins en énergie tout en développant son économie locale. Mais les êtres humains, je ne sais pas ce qu'ils ont dans les yeux. Le système capitaliste a fini par l'emporter. On a transformé nos citoyens en de simples consommateurs dénués de conscience. C'est inacceptable. Ouh là là, stop, attendez, ça devient trop compliqué pour nous. Vous voulez bien donner d'autres exemples pour les téléspectateurs? Les écoquartiers, l'agriculture biologique, le tourisme solidaire, le commerce équitable, le développement local, les circuits courts, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les modes de transport doux, les PN, les PNR, les zones Natura 2000, la mixité fonctionnelle et sociale, le contrôle de l'urbanisme et la réglementation. Mais avec de l'argent, on va pouvoir trouver une solution quand même. Mais non, l'argent ne pourra pas régler les problèmes, de toute façon il est bien trop tard. Et je vous laisse pour le mot de la fin en compagnie de Christopher. Quant à nous, on se retrouve demain, comme chaque soir, en compagnie de Cathy. Enfin, j'espère Cathy. Hein. Et bonsoir à tous et à Christopher. Nous savions depuis toujours que si nous prenions soin de la planète prendrait soin de nous. C'était il y a 100 ans qu'il fallait agir. Aujourd'hui, il est trop tard et la vie sur Terre est en train de mourir. La nature, toutefois, n'a pas besoin de nous. Elle continuera d'exister car elle est prête à évoluer.